la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous démarrons ce bulletin avec une information pour les agriculteurs. C'est donc le moment pour vous de préparer les champs par le défrichage ou même par le brûlis, c'est-à-dire le défrichement par le feu. Vous savez que c'est un temps sec en ce moment, en journée et en soirée. C'est un peu plus froid comme ce soir. La minimale sera à 16 degrés de température dans la région du nord-ouest, dans la région de l'Adamawa et même à l'extrême nord. Nous vous avons choisi 3 régions. Pour les détails, nous démarrons avec le littoral Cameroun. C'est un temps assez calme dans la nuit, mais demain matin, des averses attendues dans la ville de Douala, avec même des orages. N'hésitez pas à vous protéger. Ensuite, au nord Cameroun, comme d'habitude, c'est un temps très sec et nous vous proposons toujours de vous hydrater régulièrement et éviter les poussières en suspension. Nous terminons avec le sud-ouest Cameroun ce soir, rien à signaler, mais demain matin, les températures atteindront les 28 degrés dans la ville de Limbé. Attention à la chaleur. Je vous souhaite de passer une excellente nuit avec cette belle image des collines de Rumpi. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Faisceau de lumière sur Ngarbou dans le nord-ouest. Le ministre de la Communication rétablit la vérité des faits. C'était hier soir face à la presse. 5 civils tués dont les familles reçoivent les condoléances du chef de l'État ce mercredi. Faisceau de lumière sur l'axe Yoko-Lena, 45 km de bitume au cœur de toutes les attentions ce mercredi à Yoko. La cérémonie de réception provisoire est dans ce journal. Et faisceau de lumière sur l'état de nos langues maternelles, des idiomes menacés par la modernité. Dans ce 20h30, les raisons du délitement et les stratégies de réhabilitation. Voilà pour les titres. La vérité des faits réhabilités sur les prétendus massacres de Ngarbou dans le Donga-Mantoum, région du nord-ouest. Face à la presse hier soir, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il a méthodiquement démonté les allégations mensongères véhiculées par les réseaux sociaux. René Emmanuel Sadi a clarifié les circonstances de ce malheureux incident qui a ôté la vie à 5 civils. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a adressé ses sincères condoléances aux familles ainsi endeuillées. La synthèse de Eugène B. L'armée camerounaise est professionnelle et citoyenne. C'est la première vérité assénée par le ministre de la Communication comme soutien à nos forces de défense et de sécurité sur lesquelles l'on veut jeter l'opprobre. Comment penser un seul instant qu'une armée aussi disciplinée et aussi citoyenne que la nôtre puisse perpétrer des actes de pillage des biens civils et des massacres des populations dont elle a vocation à assurer la protection et la sécurité. En aucun cas dans le nord-ouest et le sud-ouest, nos forces de défense et de sécurité n'ont entrepris délibérément de perpétrer des exactions de quelque nature que ce soit contre des populations civiles au service desquelles elles sont commises. Les ennemis du Cameroun tapis dans l'ombre parlent de 22 civils tués, au lieu de 5, tels que révélés jusqu'ici par des sources crédibles. Le porte-parole du gouvernement s'insurge. Le gouvernement s'inscrit donc en faux contre les accusations fantaisistes et gratuites portés par des activistes politiques, par les commanditaires des bandes armées sécessionnistes, par des organisations non gouvernementales, ainsi que par certains médias nationaux et internationaux contre nos forces de défense et de sécurité. Le gouvernement camerounais dénonce avec force toutes ces manœuvres dont la finalité est de nuire à l'image du Cameroun. Le Cameroun est un pays épris de paix. Le ministre de la Communication invite les pays amis à soutenir sans réserve nos efforts de paix.
le gouvernement de la République, par ma voix, lance un vibrant appel à tous, afin que tout soit mis en œuvre, non pour attiser les tensions comme le font certains, mais pour soutenir sans réserve tout ce qui peut concourir au retour à la paix, à la vie normale et à la consolidation du vivre ensemble dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les mesures prises par le chef de l'État produisent déjà des résultats tangibles. Aux Camerounais de faire bloc derrière leur chef pour y conduire toute manœuvre de déstabilisation de notre pays. Le lien armée-nation magnifié dans la région de l'extrême nord, le BIR redonne la vue aux patients de la cataracte à Ouaza dans le département du Logon-Echari. Les chirurgies menées par des éléments spécialisés du bataillon d'intervention rapide soulagent des malades là-bas. L'opération baptisée BIR Against Blindness a déjà redonné la vue à quelques 100 patients. Nous faisons le point avec Alexis Guy Djartouan à Ouaza. Ils ont passé plusieurs années sans voir les merveilles de leur milieu de vie. Une situation à laquelle le bataillon d'intervention rapide tente d'apporter une solution. Et pour les malades soulagés, c'est un jour inoubliable dans leur histoire. Je vois les bois là, la maison qui sont là-bas, là, tout je vois. Avant là, je ne vois pas. Je suis très content. Je vous remercie. Ça fait 8 ans que je ne vois pas. Que Dieu vous bénisse. Depuis, je n'ai pas de yeux. Je ne vois pas même. Je ne peux pas sortir. Et maintenant, j'ai trouvé les yeux pour sortir. Pour parvenir à ce résultat élogieux, les hommes qui ont troqué leur treillis contre la blouse ont fait une étude minutieuse pour déceler les différentes pathologies. Au-delà de la cataracte, nous avons pu identifier d'autres pathologies oculaires telles que la presbytie, le glaucome et bien d'autres petites maladies infectieuses. Une action de charme qui se situe dans un contexte de lutte pour la paix. La guerre contre Boko Haram se gagnera avec les populations. Il s'agit pour nous de réduire au maximum leur souffrance. À Ouaza, pour mériter davantage, tous doivent se mobiliser pour la réussite de la mission des forces de défense et de sécurité. À la population bénéficiaire, nous demandons la pleine collaboration empreinte de sincérité dans le cadre de cette lutte contre Boko Haram, dans le cadre de comportements républicains. Le BIR multiplie les actions humanitaires aux populations de regarder dans la bonne direction. Restons sur ce front sécuritaire avec ce communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Un incident avec mort d'homme est survenu ce jour vers 10 h au lieu dit St. Mary Catholic Hospital. C'est à Mankon, dans la ville de Bamenda, département de la Mézam, dans la région du Nord-Ouest. En effet, interpellé par une patrouille de la base aérienne 501 qui traquait précisément un groupe de terroristes sécessionnistes, le véhicule de marque Toyota type Tercel immatriculé 366 AB a pris la fuite après un refus d'obtempérer, obligeant la patrouille à se lancer à sa poursuite. Après une poursuite sur la voie publique, le véhicule suspect va changer de cap malgré les sommations d'usage avant de tenter une planque dans le parking de la St. Mary Catholic Hospital, lieu précisément où un soldat ouvrira le feu en violation des règles d'engagement. Le nommé Fou Augustine, né le 1er février 1971 à Bafout, conducteur du dit véhicule suspect, sera mortellement atteint et le corps transporté à la morgue de l'hôpital régional de Bamenda. Il ressort des premières constatations que le véhicule suspect avait aussi à son bord un certain Frou Romanus, blessé par balle à la jambe gauche il y a 2 semaines sur l'axe Mbengui-Bamenda au cours d'une confrontation avec les forces de défense et de sécurité. Il en a résulté une amputation de la dite jambe au St. Mary Hospital, Catholic Hospital.
dernier recevait des soins comme patient externe. Le soldat auteur des coups de feu a été immédiatement mis aux arrêts à la compagnie de gendarmerie de Bamenda. L'enquête en flagrance commandée et aussitôt ouverte est en cours et la quintessence de ses conclusions pourrait être rendue publique en temps opportun. C'est un communiqué signé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Parlons politique et de ce processus électoral en cours. C'est mission terminée. La Commission nationale de recensement général des votes rendait sa copie ce mercredi ici à Yaoundé. 3 jours auront donc suffi à cette instance pour vérifier les procès-verbaux déposés par les commissions départementales de supervision de l'élection législative. Le président Émile Essombe et son équipe vont maintenant transmettre leurs constats au Conseil constitutionnel. Nous faisons le point de cette actualité avec Nicole Dodo. Ils ont travaillé dur, ils ont redoublé d'attention en 3 jours pour rendre copie au Conseil constitutionnel dans les délais. Les membres de la Commission nationale de recensement général des votes ont clôturé les travaux ce mercredi au palais de congrès de Yaoundé. Pas de problème majeur. Satisfaction des parties prenantes. Nous avons achevé nos travaux de manière collégiale et surtout en toute convivialité, bien que dans certaines circonscriptions, le temps montait un peu, mais in fine, on s'est toujours retrouvé sur les chiffres qui sont venus du terrain et que nous avons tous validés. Nous sommes en train de préparer le rapport définitif à présenter au Conseil constitutionnel. Nous avons terminé et nous attendons la signature qui est l'étape finale des travaux de la Commission nationale de recensement des votes. Nous avons travaillé d'arrache-pied. En 3 jours, nous avons fait le travail qui était prévu pour 5. Les 58 procès-verbaux déposés par les commissions départementales de supervision de l'élection législative du 9 février 2020 au Cameroun ont été vérifiés, corrigés, les erreurs matérielles redressées et le décompte général des votes préparé à l'intention du Conseil constitutionnel. La copie sera rendue à la haute juridiction ce vendredi. C'est une étape préalable à l'ouverture du contentieux post-électoral dans le cadre du scrutin législatif du 9 février dernier au Cameroun. Allons à présent dans la capitale économique, à Douala, où le président centrafricain Faustin Archange Touadéra effectue ce soir une courte escale avant de s'envoler cette même nuit pour Bruxelles. Dans la capitale belge, le président centrafricain prendra part à un forum international sur son pays, la RCA. Au cours de cette escale, le chef de l'État centrafricain a été accueilli par le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, et par le préfet du Voré. Nous restons à Douala. Là-bas, la commission de démarcation de la frontière Cameroun-Congo entame demain jeudi ses travaux. Côté camerounais, le ministre de l'administration territoriale va présider cette rencontre. Face à lui, une délégation congolaise que conduit le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. L'enjeu est important. Il s'agit de la clarification de cette frontière longue de quelques 460 km. Séverin Gambélé est à Douala. Des civilités pour l'accueil de la délégation officielle du Congo. Arrivée à bord d'un vol spécial ce mercredi à l'aéroport international de Douala. Une délégation d'une vingtaine de personnes, experts et administratifs, autour du ministre de l'Intérieur congolais, accueilli par Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, le gouverneur du littoral et les autorités consulaires du Congo. Tout ce beau monde séjourne à Douala pendant 4 jours pour une rencontre sur la démarcation de la frontière commune entre les deux pays. Une frontière longue de 460 km, soit 140 km de frontière terrestre et 320 km de frontière fluviale. Il faut rappeler que la délimitation entre le Congo français et le Cameroun est intimement liée à la convention franco-allemande signée à Berlin le 18 avril 1908. Un siècle plus tard, certaines bornes ont été détruites. Celles existantes sont très espacées. Il est donc question, sous l'impulsion des 2 chefs d'État, Paul Biya du Cameroun et Denis Sassou Nguesso du Congo, de densifier les bornes intermédiaires et secondaires, réaffirmer les zones frontalières de manière à les transformer
en des espaces de coopération et de développement. À cela, il faut ajouter la résolution de l'Union africaine qui demande aux États membres d'avoir une démarcation légale et claire des frontières d'ici 2022. Les autorités de Yaoundé et Brazzaville rappellent fort bien qu'il n'y a pas un litige frontalier entre les deux pays. Simplement, il faut des bornes limites qui assurent la bonne visibilité de la frontière. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images en provenance de Douala. La suite de cette actualité dans nos prochaines éditions dès demain. Il y avait réception provisoire de la route Yoko-Lena ce mercredi. À la manœuvre, les officiels du ministère des Travaux publics. Face à eux, l'entreprise adjudicataire. Le tronçon bitumé est long de 45 km. Il fait partie du projet de la route Ntui-Yoko-Lena dans le Mbam et Kim. Rodrigue Bertrand-Tcheno était nos yeux et nos oreilles à Yoko. La borne kilométrique l'annonce. La route Yoko-Lena est bel et bien installée dans le paysage de savane du Bamekim. Pour la réception provisoire des travaux, l'équipe missionnée à cet effet a parcouru d'un bout à l'autre son linéaire de 45 km, attentive à la conformité des travaux avec l'ensemble des obligations du marché. Les travaux se sont déroulés suivant les prescriptions du marché, selon les règles de l'art. Mais nous allons quand même dire qu'il y a quelques petites réserves. Surtout au début du projet, il y a un problème sur la signalisation horizontale qui mériterait d'être reprise. Nous avons également pendant l'exécution des petits problèmes du nid qui ont été relevés, du nid de la couche de roulement. Ça, c'est des réserves vraiment mineures. Pour l'entreprise, les réserves mineures élevées seront vite corrigées. Ça, il n'y a aucun problème. On peut résoudre dans une meilleure délai et on va faire rapide résoudre ça. Suffisant pour que l'on passe en salle afin de paraffer les documents de réception provisoire pendant que riverains et usagers de l'infrastructure ne tarissent pas d'éloges. En 1980, je suis venu en mariage, on poussait la voiture. Je suis arrivé ici dans la boue. On pouvait faire 2 jours avant d'arriver à Yoko. Maintenant, pour aller même à Yoko, même à pied, je peux aller. Bon, Lena Yoko, auparavant, on roulait presque 3 heures de temps à l'époque. Mais aujourd'hui, je fais presque 45 minutes Lena Yoko. Yoko-Lena a coûté à l'État et à ses partenaires financiers la coquette somme de 23 295 473 151 francs CFA. Elle fait partie de la route en construction Batchenga-Tui-Mankiti-Bati qui reliera la partie méridionale du Cameroun à la partie septentrionale avec 6 heures de gain de temps. Vendredi 21 février sera journée internationale consacrée aux langues maternelles, célébrée cette année sous le thème « Langues sans frontières ». Et en prélude à cet événement, le secrétaire d'État au ministère de l'Éducation de base, Mme Achiri Kilo, effectuait sur le terrain une visite à l'école publique multilingue et inclusive du centre administratif à Yaoundé. Il s'est agi de se rendre compte de l'effectivité de l'apprentissage de ces langues maternelles dans cette école expérimentale. Le résultat de cette visite dans ce reportage de Barbara Padjama. Communiquer au-delà du français et de l'anglais, le Cameroun expérimente depuis plus de 7 ans un enseignement multilingue à l'école primaire. L'école du des matrices qui forment de jeunes Camerounais multilingues dans la région. Pour évaluer la bonne pratique de la langue Ewondo, ici au cours moyen 1, le secrétaire d'État au ministère de l'Éducation de base a fait irruption et immersion. Sans frontières, ici plusieurs ressortissants parlent une même langue. École inclusive du centre administratif groupe 1B. L'instrument mis en place résonne agréablement. Je suis très impressionnée, surtout avec les enfants qui sont très jeunes, mais qui sont intéressés
à apprendre les Wondo. Parce que j'ai constaté qu'il y a des enfants qui viennent de toutes les régions du Cameroun et ils sont là, eux tous étaient très impliqués. Pour le moment, 4 régions expérimentent l'enseignement multilingue au Cameroun. Dans la région du centre, 12 écoles pilotes enseignent la langue Wondo. C'est là une expérience salutaire parce que dans les jeunes générations aujourd'hui, très peu maîtrisent encore ces idiomes. Aujourd'hui, les jeunes notamment ne parlent parfois que l'anglais ou le français. Sur le banc des accusés, les parents et les grands-parents qui n'auront pas su enseigner ces langues maternelles à leur progéniture. Une dégradation sociale fort regrettable. Franck et Luna. Ils auraient tout naturellement pu le faire en famille. Mais comme de nombreux autres, ces enfants en plein apprentissage de la langue Ewondo à l'école publique de Djungolo 1 ont manqué l'occasion de s'abreuver à la source parentale. Alors ici, on rattrape ce qui peut l'être. La langue Ewondo, c'est pour faciliter la lecture et l'écriture. C'est un outil d'enseignement, la langue Ewondo. Et pourquoi les langues maternelles perdent-elles autant la cote dans les familles? À chaque parent, ses raisons. Mes enfants ne parlent pas la langue maternelle parce que déjà leur maman est nigériane, ils parlent beaucoup plus l'anglais. J'ai l'impression qu'ils ont honte de la langue maternelle. Les parents parlent français à la maison parce qu'eux-mêmes parfois ne maîtrisent même pas déjà leur langue maternelle. À la Société internationale de linguistique, on pousse la réflexion plus loin. Certaines langues des fois disparaissent, d'autres au contraire ne sont plus utilisées après une seule génération, ce qui fait qu'elles sont en voie de perdition. Maintenant, est-ce que la communauté veut encore la développer? Puis avec maintenant le développement, il y a eu des influences du multilinguisme. Menacée, pourtant indispensable, pas de développement possible sans un ancrage culturel profond, pas de valeurs propres sans langue maternelle. De plus en plus, la jeune génération voit qu'ils sont en train de perdre. Parce que c'est comme s'il y a une société à deux niveaux. Quand les choses se passent au village, ils sont déconnectés. Les choses traditionnelles, ils ne se retrouvent plus. Ils ne retrouvent plus leurs valeurs. Et ils n'arrivent même pas à expliquer leurs valeurs, même leur identité, leur culture par le français, par l'anglais, parce que c'est des cultures diamétralement opposées. Elles sont pourtant très belles, nos langues maternelles. Et Franck, pas seulement belles, nos langues maternelles sont également un puissant vecteur pour le vivre ensemble. De nombreux Camerounais parlent différentes langues, ce qui assure leur intégration dans plusieurs de ces communautés. Allons voir un cas pratique à Ekoudo. C'est l'un des quartiers les plus cosmopolites de la capitale, ici à Yaoundé. C'est une enquête que signe Sidoine Monkam. Belle illustration au quartier Ekoudo à Yaoundé, l'une des zones cosmopolites de la capitale. Cet octogénaire, originaire du Nord, installé ici depuis près de 60 ans, manie aisément la langue locale, l'Ewondo. D'une génération à une autre, nos langues maternelles restent des véhicules du vivre ensemble. De nombreux Camerounais y sont attachés. Je suis originaire de l'Ouest, précisément de Mbouda. Je maîtrise ma langue maternelle. Je parle aussi le Fufulde, Awarina et Miwari. S'exprimer couramment dans des langues autres que la sienne, un atout que beaucoup n'hésitent pas à mettre en avant. C'est comme si un néon doit arriver chez vous et il vous dit Wallahi Kai Wallahi. Quand je constate qu'il est un néon, je lui dis Bambankiri. Il te répond Kirima. Yuaïdje, Maïmininga, je vais la femme. Dans ce brassage culturel sans frontières, les mariages mixtes, les affectations des personnels de l'État dans différentes localités, ainsi que les échanges commerciaux, favorisent la pratique de nos langues nationales. Je suis une petite commerçante, je fais des petits business à la maison, donc j'ai des gens qui viennent souvent acheter à manger. Moi je parle à ça et je parle souvent le français. Oui, les bassins, comme souvent on me dit une quelle est. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la langue reste un véhicule incontestable du vivre ensemble. Dites-le en votre langue maternelle. On tâchera, Sidoine.
Dans la suite du journal, le séjour depuis ce mercredi au Cameroun d'une mission du FMI, l'équipe du département des finances du Fonds monétaire international vient chez nous pour évaluer et appuyer les réformes budgétaires en cours. Ils ont expliqué cet objectif cette journée au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Sur cette mission qui va courir jusqu'au 3 mars, je vous propose ici les précisions de Jean-Luc Ellis. C'est le chef de l'équipe. Il est interviewé par notre reporter Étienne Pascal Azegue. Il y a 2-3 ans, nous avons fait une analyse un petit peu de ce système de gestion des investissements publics. Nous allons regarder quels ont été les progrès, quels sont les domaines dans lesquels un certain nombre de progrès doivent être encore réalisés. Et nous allons travailler sur les aspects budgétaires, sur les aspects financiers, sur les aspects sélection des projets et aussi sur la gestion des actifs, du patrimoine de l'État. Donc voilà, nous allons essayer d'accompagner le ministère des Finances à mettre en œuvre ces réformes. C'est une mission, mais voilà, elle fait partie d'un projet un peu plus global, un peu plus complet, qui devrait s'étaler sur les 2-3 prochaines années. Nous sommes là pour voir ce qui a été réalisé, mais en tout cas déjà un certain nombre de réformes avaient été faites. Si on regarde le PIMA qui avait été fait en 2016, des progrès avaient été réalisés en termes notamment au niveau budgétaire. La Camtel, la Cameroun Telecommunications, dévoile sa stratégie pour cette année 2020. La presse a eu droit à ces explications données par Madame le directeur général Judith Ia Sondé. C'était vendredi lors de la cérémonie de présentation des vœux du personnel au top management. La synthèse de ces explications, une fois de plus, Étienne Pascal Azegue. Le top management de la Cameroun Telecommunications se lance un nouveau défi en 2020. Celui de permettre à l'entreprise d'État de redorer son blason pour être le leader des télécommunications au Cameroun. Ce challenge passe par des principes de base de performance, notamment l'amélioration de la gouvernance et le respect de la clientèle. Les deux axes majeurs que nous avons déterminés, c'est le Customer Centricity, c'est-à-dire que le client est au centre de nos préoccupations, et le Change Management, qui est le changement du mindset de l'ensemble de nos collaborateurs. La direction générale est dans l'optique de consolider les acquis de 2019, qui est la première année de la stratégie de 5 ans initiée dans cette entreprise de télécommunications. Pour que le client reste roi à Camtel, Madame le directeur général a remis solennellement des lettres de mission aux inspecteurs et directeurs pour qu'ils se sentent directement impliqués dans la nouvelle stratégie de management impulsée. C'est un signe fort parce que derrière, c'est la feuille de route que la direction générale nous donne pour, dans ses missions, de transformer l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Un engagement à la performance qui est scellé entre la direction générale et le personnel au Club Camtel de Yaoundé à travers ses poignées de main en guise de la cérémonie de présentation de vœux 2020. Le ministre d'État, ministre du Tourisme, recevait ce mercredi une délégation d'investisseurs dans le secteur de l'immobilier. Ces investisseurs, basés à Dubaï, ont évoqué avec le ministre Bello Bouba Maïgari les opportunités qu'offre notre pays dans ce secteur. Je vous propose d'entendre ici le président du groupe international de First Group. Il s'appelle Mohamedou Dabo, dans une interview conduite par Agnès Solange à Bessolon. Nous avons pensé qu'il y avait un potentiel au Cameroun. Nous avons discuté avec les autorités pour voir la possibilité de transposer le même concept réalisé à Dubaï au Cameroun. Le retour est positif et la réflexion est lancée. Il s'agit des investissements dans des hôtels 4-6 étoiles avec des participations individuelles, avec un revenu garanti pour les investisseurs par rapport à chaque projet. Nous avons eu une réunion hier avec le ministre d'État en charge du tourisme. Nous avons échangé et je pense que nos hôtes sont satisfaits des échanges.
Et voici le FOMARIC 2020. Le festival ouvre ses portes demain jeudi à Douala. Il sera lancé comme de tradition par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. Et pour l'ambiance sur le site, à 24 heures du kick-off, retrouvons à Douala Marie-Gabrielle Mfegue. À 24 heures de son ouverture officielle, le village du festival musical, artistique, industriel et commercial de Douala fonctionne au ralenti. En cours au club Camtel Bepanda, depuis quelques jours, le FOMARIC semble être consacré aux noctambules, selon la majorité d'exposants d'entreprises, de textiles, de gastronomie et d'autres commerces présents sur le site dès le début de l'après-midi. Ça se passe bien plutôt dans la soirée. En journée, quand même, c'est un peu naze. Mais le soir, quand même, il y a de l'affluence. FOMARIC a eu un impact au niveau de son nom, ce qui attire un bon nombre de personnes dans la ville de Douala. Et c'est une aubaine pour nous de faire montrer notre talent, notre savoir-faire à cette population. Pourtant, selon le comité d'organisation en concertation, les attractions ne manquent pas. Les choses se passent plutôt bien. Les exposants ont déjà occupé leurs différents espaces et les spectacles se déroulent également bien. Et nous allons dire qu'en termes d'innovation pour cette édition 20 sur 20, le comité d'organisation a bien voulu déployer ce grand hall que vous pouvez bien voir sur le site. Une opération de charme est lancée en faveur de la jeunesse avec des attractions ludiques diverses. Les spectacles sont offerts sur un podium de 18 mètres x 14 avec une sélection d'artistes de choix. Un espace de détente VIP est aménagé et la sécurité renforcée. Le village n'attend plus que ces milliers de festivaliers pour participer à cette grand-messe culturelle et économique du donner et du recevoir. Le feuilleton de la semaine sur l'engouement des Camerounais envers les telenovelas. Au 3e épisode ce soir, tentons donc un rapprochement avec le 7e art camerounais. La question, les réalisateurs et producteurs camerounais peuvent-ils donc s'inspirer de ces séries à l'eau de rose latino-américaine pour offrir des feuilletons identiques Made in Cameroun à leur public ici et contrer ainsi la concurrence? Question ce soir à Laurence Okalia. Si les téléspectateurs camerounais ont tourné le dos au cinéma local, c'est qu'ils ont le regard accroché sur les telenovelas. Ce qui leur manque, c'est l'amour et la passion qu'offre le 7e art latino. C'est un format télévisuel, c'est un format qui, sur le long terme, attire un certain type de public. Le cinéma commence à peine, il est encore embryonnaire au Cameroun. Il ne faut pas se voiler la face, c'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir rattraper les autres en 10-15 ans. C'est pas possible. D'abord, la télévision arrive quand au Cameroun, dans les années 80. Le problème se pose au niveau du contexte, de la culture et surtout du message. Le cinéma camerounais est à la perpétuelle quête d'une authenticité. Il faut pouvoir vendre nos us et coutumes camerounaises afin que cela puisse être une forme de répercussion positive sur la société camerounaise. 70% en fait du discours du chef de l'État part de la jeunesse camerounaise. Mais maintenant, quels sont les relais qui puissent permettre à que cette jeunesse camerounaise s'identifie à ce discours-là? Et c'est à travers les séries et les feuilletons camerounais que cela peut être fait. Mais s'il faut que l'on copie ce que les autres font, on va perdre totalement nos identités. Et nous évitons de faire ce travail-là. Sur la forme, les telenovelas ont à apprendre aux productions cinématographiques camerounaises. Le fossé est davantage creusé par le manque de financement. La plupart des films, des séries qui sont faites au Cameroun sont vendus sur les chaînes de télévision étrangères. Ça veut dire que le travail qui est fait est apprécié. Mais est-ce que localement, maintenant, nous avons les moyens et les possibilités de pouvoir donner à notre public le rendu qu'ils attendent? Quoi qu'il en soit, les producteurs camerounais sont à pied d'œuvre pour détourner le regard des téléspectateurs des novelas. Avec les efforts de ceux qui se démarquent, Maria Desamparada apparaîtra probablement dans une scène camerounaise un jour. Une femme au lieu sacré de ce village, une blanche en plus, sacrilège. De la diplomatie dans ce journal, l'ambassadeur désigné de l'État d'Israël présentait les copies figurées de ses lettres de créance ce mercredi au ministre des Relations extérieures. Son Excellence le jeune Bella Mbella a par ailleurs échangé également avec l'ambassadeur du Maroc et son Excellence Allegra Baoki, Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Cameroun. La synthèse de ces activités, William Badier. Une série d'audiences présentées en 2 tableaux au ministère des Relations extérieures ce 19 février 2020. Le premier
laisse découvrir le nouveau visage de la diplomatie israélienne au Cameroun. Son Excellence Issi Yanouka, diplomate israélien, est venu présenter au ministre des Relations extérieures, le jeune Bela Mbela, les copies figurées de ses lettres de créance. Titulaire d'un master en gouvernance et en diplomatie publique, son Excellence Issi Yanouka a bâti sa longue et riche carrière au service de l'État d'Israël dans les organisations internationales, en Amérique, en Europe et en Afrique. Au deuxième tableau de cette série d'audiences figure celle accordée à la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Madame Allegra Maria del Pilar Bauti. La dernière audience a été accordée à l'ambassadeur du Maroc au Cameroun, son Excellence Moustapha Bou. Audience au cours de laquelle étaient évoqués les nombreux domaines qui enrichissent la relation séculaire qui lie le Maroc au Cameroun. L'important balai diplomatique observé au ministère des Relations extérieures ce mercredi contribue au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Cameroun et ses pays amis. Reparlons donc de la première vague des maires élus hier mardi. Allons tout d'abord à Biwa, c'est dans l'Oignon et Kélé. Dans le centre, la commune que contrôle le RDPC a reconduit le maire Paul-Henri Ngué au cours de la session de plein droit hier. Donc, Michel Renaud, Ouanja. Administratif, Biouha trace depuis quelques années les sillons du développement avec plus de 90% de villages électrifiés. L'accès à l'eau ainsi que les établissements scolaires sont une réalité. Malgré ces efforts, nombreux problèmes subsistent. Il nous faut encore les routes. Il y a les enseignants, mais il y a trop de vacataires. Ce qui fait en sorte que nos élèves souffrent. Paul-Henri Ngué, réélu à la tête de l'exécutif municipal au cours de la session de plein droit, place le bien-être des populations au centre de ses priorités. Je voudrais donc placer mon mandat sur l'émancipation des femmes et l'épanouissement des jeunes. À Biouha, les problèmes de logement seront un lointain souvenir grâce à la cité municipale qui sera bientôt inaugurée. Avec l'apport des populations, le nouvel exécutif entend faire de Biouha une commune émergente. Les communes de la région du littoral également leur nouvel exécutif communaux après les différentes sessions de plein droit en présence des préfets des 4 départements de la région. Au total, ce sont 15 maires et leurs adjoints qui ont été élus. Le Mungo, arrêtons-nous dans ce Mungo qui sera gouverné par 4 dames élues à la tête de ces 4 communes. La nouvelle cartographie municipale dans le littoral, c'est signé Claude Maillot à Douala. 5 communes contre 15 respireront dans les 5 prochaines années le parfum de la féminité. Téclaire Eko Sonjanjo devient la première femme à la tête de la mairie de Manjo dans le Mungo. Comme elle, Dorothée Nyodok, la candidate du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, conduira l'exécutif municipal de Pouma dans la Sanaga maritime. Pari gagné pour féliciter Manon Sidiki qui maintient le cap en se faisant réélire à l'unanimité pour un nouveau mandat à la commune des Bonnets. À ses côtés, elle aura comme adjoint Raphaël Lélé et Théophile Djokanto Ndjoume. Statu quo également observé du côté de Loum, dont la mairie porte la signature de Guy Mesmin Wambo Kuete, réélu avec 19 voix contre 16. Quelques prouesses sont enregistrées notamment à Mwanko, Manoka, Dobian, Nkonjok, Dizangue, Massak Sonloulou avec Robert Batum et Paul-Éric Kingé qui propulse le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau au siège de la mairie de Njombe Penja. Des personnalités d'ores et déjà connues de la scène politique dans le littoral, à qui les autorités administratives prescrivent une lutte acharnée contre la médisance, la calomnie, ainsi que des actions en faveur du bien-être des populations. La commune de Boya, région du sud-ouest, accueille également son nouveau maire. Il s'appelle David Mafani Namangue. Il prend les rênes de la ville pour les 5 prochaines années. Lui et ses 4 adjoints ont été élus au cours du conseil municipal de plein droit hier mardi en présence du préfet du FACO. Le reportage à Boya, Stéphane Tala. Voici les nouveaux dirigeants de la commune de Boya. Voté à main levée après le désistement de l'autre candidat, le docteur Amos Ngongi Namanga, le maire David Mafani Namangue a obtenu 39 voix sur 40. La même méthode de vote va être adoptée pour désigner les adjoints au maire avec une seule liste qui a obtenu 32 voix.
3 nouveaux visages intègrent les 4, notamment la première adjointe Akawo Mineva, épouse Molingue, le 3e adjoint Chief Marcus Etongue et la 4e Njema Bonde Magdalene. Maintenant, c'est l'heure du travail. Je veux remercier d'abord la population de Boya qui avait eu à voter notre liste du RDPC. Je remercie aussi les conseillers qui m'ont élu aujourd'hui avec les adjoints. Bon, je suis là comme un leader. Je leur dis que nous avons travaillé ensemble, main dans la main, pour faire avancer notre vie. Âgé de 48 ans, le nouveau maire David Mafani Namangue, qui est marié et père de 4 enfants, conduira pour les 5 prochaines années le 7e exécutif depuis 1984 de la commune d'arrondissement de Boya. Cette session de plein droit très courue a été présidée par Sa Majesté Ndje Mandengue sous la supervision du préfet du Fako, Emmanuel Ledou Ngamba. Dans le nord-ouest voisin, les maires de Ntouba et de Bamenda 2e sont également en poste. Des exécutifs communaux, tous issus des rangs du RDPC. Par contre, la mairie de Bamenda 3e est aux couleurs du SDF. Le préfet de la MESAM a invité ses élus à promouvoir activement le développement local. Le reportage de Augustin Guizana à Bamenda. Après 24 années aux couleurs du Social Democratic Front, les mairies de Touba et de Bamenda 2 vont être dirigées par les conseillers du RDPC. Les chefs des exécutifs municipaux élus ce mardi promettent d'apporter le changement, d'impulser un souffle nouveau au développement local. C'est la première fois que le RDPC gagne cette municipalité depuis 24 ans. Donc ça sera une très grande différence et j'attends voir beaucoup de développement. Nous, les jeunes de Bamenda 2, nommés comme le maire, on va travailler. À Bamenda 1er, si la commune est restée aux couleurs du RDPC, l'on note un changement d'homme. Caroline Bibongwa cède son fauteuil à un jeune de 40 ans qui dit compter sur l'ensemble des conseillers pour faire de Bamenda 1er Small London. La décentralisation arrive et avec ça, il y a beaucoup là-bas qu'on va développer notre enraisonnement. Dans la commune de Bamenda 3e, 100% SDF, les conseillers ont renouvelé leur confiance à Clétus Fongou. Dans ce mandat, on va compléter tous nos projets, le projet de l'eau, projet de... on va faire les bicouches dans toutes nos routes. Les sessions de plein droit se sont déroulées dans l'ordre de la discipline en présence des chargés de mission du comité central du RDPC et du préfet de la MESAM représentant l'administration. Notre souhait est que les nouveaux exécutifs qui viennent d'être mis sur place, qui sont composés pour la plupart des jeunes, eh bien ces exécutifs viendront donc impulser le développement ici à Bamenda. C'est donc parti pour le mandat de 5 ans pour ces conseillers municipaux de la MESAM. Les sports dans le journal pour parler des éliminatoires de l'Afro-Basket 2021. La fête commence dès vendredi 21 février jusqu'au dimanche 23 à Yaoundé et la Fédération camerounaise de basketball annonçait ce mercredi que le Cameroun est fin prêt pour l'événement. L'essentiel de cette conférence de presse avec Georges Marcel Messela. Avec pour principal enjeu 3 tickets pour la Coupe d'Afrique des Nations de basketball prévue l'an prochain au Rwanda, le tournoi qui démarre vendredi prochain mettra en présence, outre le Cameroun, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. À la Fédération camerounaise de basketball, principale cheville ouvrière de l'organisation, c'est la sérénité qui est de mise. Les choses se mettent progressivement en place. 2 équipes sur les 3 attendues sont déjà là, sont logées dans des hôtels. L'équipe du Cameroun elle-même est présente. Les officiels FIBA sont là, je parle du staff administratif. Et les officiels de la compétition, tous seront présents ce soir déjà à Yaoundé. Donc tout est fait prêt pour le kick-off. Dans ce groupe C éliminatoire, le Cameroun retrouvera la Côte d'Ivoire, une vieille connaissance. Celle-là même qui aura privé les Lions indomptables d'une qualification pour le tournoi mondial en Chine. Mais face à la presse, le porte-parole du vestiaire de l'équipe du Cameroun s'est voulu positif. Il y a un bon esprit entre équipes, 80% de l'équipe se connaissent. Pour nous maintenant, on joue à domicile. On doit prendre 3 victoires. Ça va être dur, c'est en 3 jours, mais je pense que tout le monde est concentré et à fond dans cette compétition.
Se qualifier pour l'Afro-Basket en terre rwandaise est un objectif clairement affiché et le Cameroun s'en donne les moyens. Les joueurs présélectionnés, savant mélange de professionnels et de locaux, sont en stage et ce mercredi soir, c'est l'équipe de FAB qui leur sert de sparring partner au Papouzy. C'est à suivre donc au Palais Polyvalent des Sports tout ce week-end. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Lucie Colette Aboulou, Augustin Gononga et Stéphane Zimbomo. Un autre journal sur cette antenne, ce sera à minuit, présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Ce soir, juste après ce journal, la CRTV vous propose l'intégralité du point de presse donné par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, sur la vérité de ce prétendu massacre de plusieurs personnes dans la localité de Ngarbou, dans la région du Nord-Ouest. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30.